Est-ce que tu peux vraiment gagner plus en lisant des livres? Ou est-ce que c'est un mythe et juste du marketing pour vendre des livres et des vidéos? J'en ai lu des dizaines de livres business et finance. Certains qui sont sympas, inspirants, motivants, mais sans impact réel. D'autres complètement bidons, des classiques de gourous. Et puis enfin quelques-uns, vraiment rares, qui ont fait la différence pour moi. Et c'est les mêmes qui reviennent à chaque fois quand je parle avec mes amis entrepreneurs et investisseurs qui gagnent bien. Il y en a 7 qui m'ont vraiment impacté, dont je dirais 4 que absolument tout le monde devrait lire, peu importe ton niveau. Et peut-être 3 qui sont plus poussés et plus techniques, plutôt pour les initiés. Je vais t'en parler en essayant de te dire à chaque fois concrètement comment ils m'ont fait gagner plus. Salut, c'est Jemuel Delomonnet et pour commencer, je vais te donner un livre qui m'a permis de prendre du recul sur l'argent. Pour moi, c'est la base avant d'attaquer des livres qui sont plus techniques. C'est The Psychology of Money et beaucoup disent que c'est le meilleur livre jamais écrit sur l'argent. Là, c'est pas vraiment un manuel technique, c'est plutôt des fondamentaux pour comprendre exactement pourquoi on fait n'importe quoi avec notre argent, même quand on sait ce qu'il faudrait faire. Et le message central, c'est ça. C'est la réussite financière, elle dépend plus de ton comportement que de ton quotient intellectuel. Combien de gens brillants sont complètement incapables d'épargner? Combien de mecs riches finissent malheureux parce qu'ils veulent toujours plus? Housel, il explique des vérités qui sont simples mais très puissantes. En premier, il te dit de définir ton assez. Si tu cours après toujours plus, tu finiras forcément frustré et pas libre. En deuxième, il te dit que la chance a un rôle important, qu'il faut pas la nier, mais il faut pas non plus la surestimer et surtout, il faut apprendre à la provoquer. Le troisième point vraiment important, c'est que les émotions ruinent les rendements. Si t'es euphorique quand tout monte et paniqué quand tout baisse, et ben t'es foutu en bourse. Et quatrième point important, c'est que la compétence qu'on oublie le plus, mais qui est la plus importante, c'est la patience. Ce livre, pour moi, c'est vraiment la fondation avant de construire ton patrimoine. Je vais vous résumer en détail les autres, mais celui-ci, je vous le raconte moins, car pour moi, il y a un vrai bénéfice à prendre le temps de le lire. Moi, personnellement, il m'a fait gagner parce qu'il m'a avant tout appris à épargner, qui est la base pour investir beaucoup, à ne pas suivre la foule aussi, à investir beaucoup pendant, par exemple, le Covid ou après les annonces de Trump, et aussi à provoquer ma chance en lançant des projets, qui est ce qui paye le plus, même si ça paye pas toujours. Et je suis loin d'être richissime, mais je fais confiance au temps en bourse et je suis patient, ce qui est le plus important, je pense. Ça me permet aussi d'être déstressé. Le livre fait bien comprendre que la liberté financière, c'est pas un chiffre, mais plutôt une relation apaisée avec l'argent. Après, je dirais que ça manque un peu de profondeur technique, donc tu vas probablement rester sur ta faim, et une fois que tu as lu cette intro, je te conseille d'attaquer des livres qui seront un petit peu plus concrets. Et pour ça, je te recommande de commencer par The Little Book of Common Sense Investing. John Bogle, c'est pas du tout un gourou, c'est le fondateur de Vanguard et l'inventeur du fonds indiciel, en gros des ETF. Son message est très simple, arrête d'essayer de battre le marché, achète-le, possède-le en entier. Autrement dit, il faut que tu achètes un ETF global, c'est-à-dire un panier avec toutes les grandes actions du monde, que tu le gardes longtemps, que tu payes le moins de frais possible et que tu ailles vivre ta vie. Et c'est très très difficile de battre cette stratégie d'investissement. Sur 35 ans, il y a moins de 1% des fonds actifs, ceux qui choisissent un à un les boîtes dans lesquelles ils investissent ou ils investissent pas, qui vont battre les ETF, les fonds qui investissent dans les plus grandes actions du monde sans choisir une à une. Il te dit aussi que les frais, c'est ton pire ennemi. 1 ou 2% de frais par an sur 20 ans, vu que ça se cumule, ça peut faire des dizaines de milliers d'euros. Bogle, il dit aussi d'investir le plus longtemps possible. Il dit le timing de market, c'est plus important que le market timing. Concrètement, ça veut dire qu'il faut aller investir le plus tôt possible et c'est tout, plutôt qu'absolument attendre de rentrer dans le marché à tout prix à un moment où c'est pas cher. Et enfin, il dit que ta répartition entre actions et obligations dans ton portefeuille, ça doit dépendre plutôt de ton âge et de si tu as le cœur bien accroché, plutôt que de prévisions d'économistes. Bogle, il a osé dire aux fonds actifs, des gens qui sont super sophistiqués et super bien payés, qui servent à rien, et il a osé dire à ton banquier que ses produits ils sont nuls, parce qu'il te prend beaucoup trop de frais pour pas grand-chose. Aujourd'hui, concrètement, ça voudrait dire aller sur Trade Republic, Bourse Direct ou un autre courtier en ligne qui prend pas beaucoup de frais, ouvrir un PEA, acheter un ETF MSCI World, automatiser des apports mensuels et ne plus y toucher. Et c'est ce que font les investisseurs intelligents. Pas par paresse, mais juste parce qu'ils connaissent les statistiques et qu'ils savent que c'est une très bonne stratégie d'investissement. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a très bien marché jusque-là. Surtout avec du MSCI World et du S&P 500, même si le gros est dans les ETF et ça paye. C'est un livre qui est très financier, ce qui plaira pas à tout le monde, mais pour moi, tout le monde devrait le lire, juste parce que sur 60-70 ans où tu peux investir, lire ce livre, ça peut te faire une différence économique énorme. Et un autre élément qui aura énormément d'impact sur ta vie, c'est de bosser sur toi-même. Pour moi, c'est le plus important et j'ai l'impression que dans la plupart des sélections de livres, on mentionne pas trop cela. Avoir des bonnes idées, c'est super. Savoir comment investir ou entreprendre, c'est top aussi. Mais avoir la discipline et la technique pour appliquer ça au quotidien, ça a la vraie valeur. Et j'ai 2 top recos là-dessus. La première, c'est Atomic Habits. C'est sûrement le livre le plus concret qui a jamais été écrit sur le sujet. Là, il n'y a pas de blabla sur la motivation, mais juste le constat que c'est une addition d'habitudes.
habitudes. Il ne faut pas se focaliser sur faire des énormes changements dans sa vie, mais juste additionner des petits changements de 1% tous les jours. Et c'est ça qui va faire des transformations énormes. Parce que les petites habitudes, ça s'additionne comme des intérêts composés. Vu qu'une fois que tu as chopé une bonne habitude, normalement c'est bon, tu la perdras pas. Et pour créer de nouvelles habitudes, c'est pas une question de force mentale, c'est une question d'environnement. Sa méthode, elle est très simple en 4 points. Déjà, il faut la rendre visible. Tu vas aller courir, et ben pose tes baskets au pied de ton lit. Ensuite, il te dit, il faut la rendre attrayante. Par exemple, associe la salle de sport à ton podcast préféré ou un de tes amis avec qui tu peux y aller. Ensuite, il te dit, il faut la rendre facile. Donc, par exemple, faire du sport en bas de chez toi ou dans ton salon plutôt que loin dans le froid. Et enfin, il te dit, il faut la rendre satisfaisante. Par exemple, ça peut être en cochant une case après une séance ou en te disant que tu as le droit à un épisode ou quelque chose de similaire. Et pour casser une mauvaise habitude, tu fais le contraire. C'est-à-dire que tu la rends invisible, répulsive, compliquée et insatisfaisante. Il va aussi parler d'habit stacking, donc de lier les habitudes entre elles. Par exemple, méditer après se laver les dents ou écrire 3 lignes dans son journal après avoir fait son café. Et il te dit de toujours garder ces mêmes séquences pour créer des systèmes automatiques, prendre des habitudes de faire toujours la même chose. Moi, personnellement, ça m'a surtout aidé à être super efficace, à prendre des périodes de travail où je suis vraiment concentré et j'avance à fond. Ce qui paye, que ce soit dans mes études, mes projets, mes jobs, pour devenir investisseur professionnel ou lancer des projets. Et en fait, tout ça, c'est beaucoup une question de temps et d'efficacité. Et puis ça me permet aussi de perdre des habitudes qui coûtent pour mieux épargner et donc plus investir. Le seul reproche que je ferais à ce livre, c'est qu'il tourne peut-être un petit peu en boucle. Je pense que tu peux apprendre 80% de ce qu'il dit en 20 pages, mais pour le coup, ces 20 pages, elles peuvent vraiment changer ta vie. Et ma deuxième recommandation sur ce thème de travailler sur toi-même, c'est The One Thing. The One Thing, c'est un livre qui te dit que tu vas réussir à atteindre tes objectifs, mais seulement si tu es au clair sur ce que tu veux vraiment. En gros, on est tous victimes du même virus. On veut toujours tout faire. Monter un nouveau projet, faire plus de sport, investir, lire plus, mieux dormir, devenir une star du rap ou ce que vous voulez. Et résultat, on avance partout un peu et nulle part vraiment. Et Keller, il dit un truc qui semble évident. Le succès, c'est la concentration extrême sur une seule chose à la fois. Et c'est ce qu'il appelle the one thing. Et il te dit que chaque jour, chaque semaine et chaque mois, il faut que tu décides d'une tâche, un objectif prioritaire et que tu bloques du temps là-dessus. Et surtout, il faut pas que tu multitâches. Et les meilleurs dans leur domaine, eux, ils savent faire ça. Ils savent se focaliser à fond, dire non 99% du temps. Ils se lèvent en sachant exactement ce sur quoi ils vont avancer. Et surtout, ils considèrent leur énergie comme une ressource finie et c'est ça qui fait la différence. Ça semble très simple, mais pourtant, c'est assez dur à appliquer. Et d'ailleurs, on continue tous d'avoir 10 ou 20 résolutions tous les ans, alors qu'il faudra en avoir un nombre très limité pour vraiment se focaliser à fond dessus. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il force à se confronter à soi-même. Est-ce que tu veux tout faire ou est-ce que tu veux vraiment réussir quelque chose? Et je trouve que c'est vraiment très puissant et moi, ça m'a permis, dans différentes périodes de ma vie, d'être au clair sur qu'est-ce que c'est ma priorité numéro 1 et d'avancer à fond là-dessus en me laissant pas déconcentrer par d'autres priorités secondaires. Et c'est ce qui permet de devenir très fort quelque part et d'avoir des projets qui avancent. Et c'est ça qui paye. Ça, de mon point de vue, c'est les 4 livres qu'il faut absolument lire. Et maintenant, j'en ai 3 autres qui ont aussi changé ma façon de voir les choses. 2 livres qui sont plus finance parce que ça m'intéresse beaucoup en tant qu'investisseur. Déjà, il y a The Intelligent Investor. Graham, c'était le professeur de Warren Buffett. Il a publié ça en 1949, mais c'est toujours pertinent aujourd'hui. C'est la référence sur une stratégie d'investissement qu'on appelle le value investing. Il explique qu'il y a une énorme différence entre le prix et la valeur. Le prix, c'est ce que tu payes et la valeur, c'est ce que tu obtiens. Et le jeu pour les investisseurs, c'est de trouver et d'acheter les actions où le prix est en dessous de la valeur réelle. Des actions qui sont pas super à la mode aujourd'hui, mais qui ont un gros potentiel d'augmentation de prix vu qu'on part de bas ou qui vont payer beaucoup de dividendes par rapport à leur prix. Et surtout pour Graham, il faut jamais payer cher parce que c'est le prix que tu payes pour une action qui va déterminer ton rendement futur. Et d'ailleurs, les marchés en baisse, pour lui, c'est une opportunité d'achat. Typiquement, après les annonces de tarifs de Trump ou pendant le Covid, lui, il te dirait que c'était des super moments pour acheter. Et il te donne quelques autres très bons conseils. Le premier, c'est que tu dois t'en foutre des variations du marché du jour. Tu dois être insensible à ça. Le deuxième, c'est qu'il faut que tu achètes au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. Le troisième, c'est qu'il faut faire attention aux introductions en bourse parce qu'elles se font surtout quand le marché est au top et donc c'est forcément cher. Mais la question maintenant, c'est comment faire pour trouver les bons plans que les autres ne vont pas voir. Parce que s'ils les voient, tout le monde achète et les actions, elles deviennent trop chères directement. Et ça, c'est tout le sujet du livre. Lui, il te dit d'acheter des entreprises qui coûtent moins cher que 15 fois les bénéfices et
1,5 fois la valeur comptable des actifs. Aujourd'hui, concrètement, ça voudrait dire d'acheter plutôt du Intel, Chevron, Carrefour ou Total. On est sur un livre qui est un petit peu plus technique pour des débutants, qui a super bien marché pour Buffett, mais que je te conseille pas non plus d'appliquer au mot. Pour moi, il faut plus le lire parce que ça va faire de toi un meilleur investisseur, surtout si tu le combines avec ma prochaine recommandation, qui est Common Stocks and Uncommon Profits. Fisher, c'est l'école de la croissance, qu'on appelle le growth investing. Lui, il cherche pas des actions qui sont pas chères à tout prix, mais il va chercher des entreprises exceptionnelles. Et il te dit, il vaut mieux acheter une entreprise géniale à un prix OK plutôt qu'une entreprise OK à un prix génial, c'est-à-dire à un prix peu élevé. Son conseil, c'est de creuser le business plutôt que juste les comptes, et pour ça, il donne une liste de 15 critères. Ça va être la croissance du marché, la capacité d'innovation, les marges, la qualité du management, la culture. Et il est très focus sur les informations terrain, c'est-à-dire parler avec des clients, des fournisseurs, des employés. C'est l'approche typique d'investisseurs comme Chris Hahn. Donc acheter du Microsoft, Alphabet, Visa, de l'infrastructure financière et tech qui est très cher à l'achat mais qui a des performances exceptionnelles. Microsoft par exemple, c'est très cher si on regarde le prix de l'action aujourd'hui comparé à combien de dividendes ça rapporte, sauf si ça continue de grossir très vite, et c'est ça la thèse. Concrètement, ce qu'il recommande, c'est achète des actions dans des boîtes que tu comprends et que tu connais, et surtout que tu as bien étudié via sa grille ou via ta grille. Il te dit aussi de pas trop diversifier et de concentrer tes investissements sur quelques entreprises qui sont exceptionnelles, ce qui est assez intéressant parce que pour le coup, c'est une vue qui est complètement opposée du reste du monde, qui te dit de diversifier. Et lui aussi, il te dit pas de market timing. Ce qui compte, c'est la qualité de la boîte, pas le moment de l'investissement. Donc il faut investir maintenant tout de suite. Lui aussi, il a beaucoup influencé Buffett, qui a combiné Graham et Fisher. Ces deux livres, je pense qu'ils m'ont permis de devenir meilleur investisseur, que ce soit dans mes jobs, mais aussi plus généralement comme investisseur de mon propre argent. C'est un peu simple, mais Graham, c'est celui qui me pousse à beaucoup acheter quand ça baisse, par exemple après les annonces de Trump. Et Fisher, lui, me pousse à acheter aujourd'hui les plus belles boîtes, même si elles sont déjà chères. Et ma dernière recommandation, c'est l'almanach de Naval Ravikant. C'est les réflexions d'un investisseur et entrepreneur qui a eu beaucoup de succès, qui a fait son argent surtout avec AngelList, mais ensuite avec Uber et Twitter aussi. Et son idée centrale, elle est très simple. Tu veux être libre, il faut que tu commences par arrêter de vendre ton temps. Parce que vendre ton temps, ça plafonne forcément, personne ne devient riche avec un salaire. Alors concrètement, comment sortir de ça? Naval, il donne 3 leviers principaux pour créer de la richesse. Le premier, c'est l'argent des autres, quand tu investis ou lèves des fonds pour faire travailler cet argent. Le deuxième, c'est le travail des autres, quand tu construis une équipe ou que tu diriges un business, que tu as des employés. Et le troisième, c'est les produits sans coût marginal. Ça va être les logiciels, les contenus médias, des automatisations, en gros tout ce qui se duplique à l'infini sans effort supplémentaire. Et il résume ça avec une phrase qui est très connue. Si tu sais pas coder, écris des livres ou des blogs. Si tu sais pas écrire, fais des vidéos ou des podcasts. Apprends à construire, apprends à vendre, et si tu sais faire les deux, personne ne pourra t'arrêter. Alors ça, c'est plutôt des conseils pour ceux qui veulent devenir vraiment riches, genre multimillionnaires. Pour ça, il a raison, il faut trouver un moyen pour gagner de l'argent pendant que tu dors, et pas seulement quand tu es là à travailler sur le chantier. Ce livre, il m'a pas encore fait gagner d'argent jusque-là, et d'ailleurs, je viens tout juste de le finir, mais j'essaie de l'appliquer un peu, et entre autres, en faisant cette chaîne YouTube. Et maintenant, quelques livres que je vous conseille d'éviter. Déjà, le plus connu, c'est Rich Dad Poor Dad. Alors ok, celui-là, c'est un livre culte qui a eu un certain mérite, et il a effectivement permis une grosse prise de conscience sur l'importance de s'éduquer sur ses finances, mais je pense qu'on est sur des conseils qui sont très simplistes, voire qui sont mauvais et risqués sur la partie immobilier. Donc je pense que c'est une bonne lecture motivante, mais il y a trop d'anecdotes qui, à mon avis, sont un petit peu mythos. Et d'ailleurs, Kiyosaki, il a fait son argent avec ses livres et ses séminaires, et pas vraiment en appliquant ce qu'il raconte. Ensuite, Think and Grow Rich, qui est un classique du développement personnel, et effectivement, je pense que c'est une très bonne source d'énergie, mais pour moi, c'est un livre de croyance et pas vraiment un livre d'action. En gros, il dit adoptez la pensée positive et hop, vous devenez riche, c'est magique, mais in fine, il n'y a rien de vraiment concret. Et enfin, How to Win Friends and Influence People. Alors celui-là, il y a beaucoup de bonnes idées de base, comme écouter activement, valoriser les autres, poser des questions, donner pas de leçons, mais je trouve qu'il n'y a rien de fou, et en plus, ça force à réfléchir à absolument tout ce qu'on fait, ce qui peut être à la limite de la manipulation, je trouve. Après, ça reste des très bonnes lectures, mais je pense pas que ça changera concrètement, radicalement votre vie. Un point à retenir, je pense, c'est de lire pour comprendre et pas pour rêver. Les bons livres, ils vont aider à réfléchir différemment et pas à espérer un miracle. Et je te conseillerais aussi de lire des livres sur être un bon vendeur, et en général être bon avec les autres, et aussi sur bien investir en immobilier. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé les bons livres là-dessus, donc preneur de vos recommandations et de vos avis en commentaire. Et si cette vidéo t'a intéressé et que tu veux en voir d'autres, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je viens tout juste de commencer la chaîne, donc ça m'aiderait beaucoup.